Le combat d'une sage-femme. Salima est une jeune femme aveugle, enceinte de son 2e enfant. Aujourd'hui, elle a rendez-vous à l'Institut mutualiste Montsouris, situé à Paris, pour une échographie de contrôle. Je vous fais écouter son petit cœur là. Hop, s'il bouge pas trop. Ouais. Pas qu'il bouge trop. On a les petites fesses en bas. Ah, c'est ce que j'allais vous dire. Ah, il me fait la même chose que la petite. Super. Alors ça va là, c'est tôt encore. Hein. C'est tôt, ouais. On a les petites fesses en bas, la tête en haut, le dos là ici sur votre gauche. D'accord. Voilà, on voit même ses petits orteils. Tout très bien. Donc j'ai imprimé quelques clichés en grand format pour que Béatrice puisse faire des thermocalqués. Oui. D'accord pour vous ça. Oui. Après son échographie, Salima a rendez-vous avec la sage-femme, Béatrice Idir-Chamois. Atteinte d'une maladie génétique, Béatrice est malvoyante et se déplace en fauteuil. Lors de sa propre grossesse, Béatrice a découvert l'ignorance du personnel soignant en matière de handicap. 13 ans plus tard, elle crée la première consultation parentalité handicap à l'Institut Montsouris. En général, les professionnels médicaux et paramédicaux ont toujours peur de l'arrivée de ces couples en situation de handicap pour leur grossesse et leur suivi, parce qu'il y a toujours cette espèce de tabou sur la sexualité et la parentalité, et ils ne sont pas formés. Donc il y a une sidération. Quand ils voient arriver un couple en situation de handicap, et ce quel qu'il soit, « Ah tiens, vous voulez faire des enfants, mais à votre place, je ne le ferai pas. » Oui, mettez pas ma place. On va passer une porte ? Oui. Ah ouais. Voilà. On va faire un petit virage. Hop. Et voilà, Et on passe la porte et le bureau. Le bureau que je connais bien. Ah bah ça tu le connais parce Avec que alors la chaise. j'ai un nouveau bureau, tu vas voir, tu peux le tâter parce qu'il va être différent de celui que tu as eu. La chaise est toujours au même endroit. Ah oui. Un bureau électrique. Ah ouais. Tu vois. Non, mais c'est très bien. On fait mumus quoi. Alors je vais te garder les images Oui. qu'elle t'a faites aujourd'hui pour faire les calques thermoformés. Et D'accord. puis si tu veux bien, donc je vais te faire voir ce que j'ai fait avec les échos, l'écho de 12 et l'écho de 18. D'accord. Voilà, que tu pourras faire revoir. Donc tu auras les images et les calques. Donc voilà. Alors attends, je vais te mettre un support. Mets-toi bien. Voilà. Là ici, tu commences à avoir la tête de ton enfant. Donc c'est une longueur crânio-caudale à 12 semaines. Hein. Tu n'as pas les membres encore. Là le nez, la bouche là. Tu es à la bouche là. Là. Ouais. Là le D'accord. menton. Là le menton. Regarde, là c'est le menton. D'accord. D'accord. Là c'est le cou. Ça te parle? Oui. Et là tu descends sur le torse. Je peux faire le tour de ce calque et avoir l'impression de toucher mon enfant. Je touche sa tête, je touche ses petites mains. Enfin, pour moi, c'est des moments d'émotion quand je découvre au fil des mois l'évolution de mon enfant au bout des doigts. Tu vois, la mesure qu'on a faite sur l'échographie de 18 semaines, qu'on fera aussi à chaque fois quand on fait les échographies, c'est les mesures du bipariétal, c'est entre les deux tempes, donc je te le refais. Là, ici, de chaque côté. Et c'est des mesures qu'on fait systématiquement pour la croissance de l'enfant. Tu vois, les personnes valides qui n'ont pas ces explications-là, je pense qu'elles comprennent. Je pense qu'elles ne sont pas toujours aussi bien informées que ça. Non, je pense pas. Il faut savoir que la grossesse touche tous les organes, y compris les yeux. Et qu'on peut avoir une baisse de la vision, même chez une femme qui a une bonne vision durant la grossesse, et bien chez les femmes qui ont déjà un handicap visuel, on peut aussi envisager ça. Dans le cadre des cataractes congénitales ou bien dans le cadre des glaucomes traités, je vais leur dire si elles ont un reliquat de vision de pas aller sur une voie d'accouchement normale, voie basse, de plutôt avoir une césarienne. Donc c'est mon but aussi. Dans cette consultation, c'est pas les rendre plus handicapées qu'elles n'étaient avant. Et est-ce que tu dors bien? Non. D'accord, ok. Pas trop, justement. Pas trop, justement, tu es fatiguée. Tu travailles là, en ce moment à temps plein? Oui, je travaille à temps plein, alors ça va. Hein, Au niveau travail, le travail ça ne va me fatigue pas tant que ça. C'est plus voilà, les transports, j'ai arrêté. Du coup, j'y vais en voiture. Ouais. Donc, tant mieux, parce que le RER, c'est pas facile. Le but de ma consultation,
c'est d'offrir une écoute essentiellement. Quand elles me disent qu'elles sont harcelées au travail ou qu'elles vont pas bien, ça a un impact sur la grossesse, forcément. Donc c'est important d'en parler. C'est important aussi qu'elles me disent « je peux pas venir parce que j'ai le transporteur qui peut pas m'emmener ». Je vais pas leur dire « je m'en fous, débrouillez-vous pour venir à ma consultation ». Je suis dans le rôle du soin, avec un grand S, pas uniquement le soin proprement dit, défini techniquement. C'est important que tu lui dises que peut-être c'est un peu compliqué avec Amaya en ce moment. Oui. Voilà. Qu'elle a des petites peurs à ton arrivée. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est fou, ça détend tout de suite le corps. Voilà. Tu l'appelles vers ton cœur. Comme si tu voulais le faire venir vers ton cœur. Toujours en prenant par le fond et tu le déplaces vers ton cœur. Voilà, on va le monter. Toujours par ta base. Tiens. Allez, et je le sens. Ben non, mais ça rate pas. Hein. C'est très réactif. Voilà. Alors, la canne, elle est par terre. Je te la ramasse. Tiens. Merci. Merci beaucoup. Bon. Le handicap, on en parle de façon très libre. Blague aussi, en plus de ça. Le fait qu'elle m'aide des fois à pousser le fauteuil parce que j'ai mal au bras. D'ailleurs, il y a une fable, l'aveugle et le paralytique. Hein. Le paralytique qui aide l'aveugle à se diriger et l'aveugle qui porte le paralytique parce qu'il ne peut pas marcher. Et ben, c'est ça l'entraide. Elle est là, cette entraide, elle est là. Et cette consultation, justement, elle apporte ça, cette espèce de regard qui n'est pas stigmatisant, qui n'est pas non plus occultant. Voilà, et qui est dans son juste milieu du rapport d'une personne à une autre personne, d'un être humain à un autre être humain. C'est tout. Voilà. Depuis 3 ans, Salima et son mari, également non-voyants, sont les parents d'une petite fille, née à l'hôpital Montsouris. Je vais te montrer les calques que Béatrice a sortis de l'échographie. De 12 semaines, regarde Amaya. Alors là, c'est une coupe pariétale. Quand, par exemple, on fait le périmètre crânien, etc. Donc, tu as la tête. Et là, c'est le trait qui délimite. Donc, Attends, Amaya, je montre à papa. Oui, je vais te montrer. Mais regarde, Amaya, est-ce que tu crois qu'elle est bien la tête? Oui. Et donc, ils Elle ont te fait plaît une coupe pariétale. Ah oui? Tu crois qu'il sera beau? Oui. Lorsqu'on a décidé avec mon mari d'être parents, enfin d'avoir un enfant, on a ressenti, c'était pas de la critique, mais c'était réellement de la peur. Mais comment vous allez faire? Vous êtes sûrs, etc. Et du coup, moi aussi, je me suis posé la question. J'ai mis très longtemps avant d'avoir un enfant. J'étais pas sûre de pouvoir y arriver. Et je me suis tournée vers des amis qui étaient aussi mamans. Et ces amis m'ont rassurée en me disant que pour nous, c'était possible d'être parents et qu'en plus, c'était une expérience de vie formidable et qu'il n'y avait pas de raison que je n'y arrive pas. C'est bon, t'es prête, Amaï? Alors, tu pars bien à gauche. Tu vas tout de suite à gauche, là, sur le trottoir. D'accord? Comme ça, il n'y a pas de risque. Tu n'auras pas peur des voitures. Allez, vas-y. Et tu nous réponds quand on t'appelle. Hein. N'oublie pas. Allez, vas-y. Tu te positionnes. Voilà, vas-y, va tout droit. Allez, c'est bon, tu peux y aller. Allez, vas-y, fonce. Et tu pédales? La prochaine fois, c'est pas utile qu'on prenne de vélo, quoi. J'avais pas peur d'être parent. Moi, j'avais plutôt l'absolue nécessité et quelque chose de vraiment très ancré. Je voulais pas ne pas savoir faire. C'était un truc. Mais j'ai toujours eu ça en moi. Mais je ne voulais pas qu'à un moment donné,
on me renvoie mon image, enfin ce que je suis, quoi, dans mon handicap, comme justification d'une incapacité. C'était surtout ça maintenant. Donc si je me lançais dans la parentalité, c'est que j'étais capable de subvenir totalement aux besoins du quotidien de mon enfant. Ça va mieux, Amaya, le pouce? Non? Alors quand tu fais des gestes comme ça de la tête, heureusement que je touche, parce que sinon, hein, comment je vais savoir, moi? Hein? Je sais pas comment on va savoir. Bah oui. Hier, elle m'a dit quelque chose de magnifique. Qu'est-ce que c'était, Amaya? Touche mon regard, elle m'a dit. J'ai dit, mais t'es sûre, Amaya? T'es sérieuse? T'es sérieuse? Et là, elle me dit, maman. Elle me prend la main, elle me met sur ses yeux, elle me dit, touche mon regard. Tu vois, je suis sérieuse. En choisissant d'avoir leur premier enfant à Montsouris, Salima et Jassim ont pu appréhender leur future parentalité. Ils ont bénéficié de cours de puériculture bien avant la naissance de leur fille. Ils ont également pu visiter la maternité et prendre leurs repères dans la chambre de Salima, quelques semaines avant le jour J. Le jour J, je suis arrivé, on m'a donné une tenue de chirurgien. J'étais à la tête de Salima, je lui massais la tête. Et j'avais l'anesthésiste qui me décrivait ce qui se passait en temps réel. Dès qu'Amaya est sortie, je suis parti tout de suite avec l'infirmière, parce que l'équipe sait très bien comment prendre en charge les différents types d'handicap. Du coup, ils m'ont accompagné en même temps qu'Amaya dans la salle des infirmières pour les premiers examens. Donc j'ai assisté à tous les premiers examens d'Amaya et surtout j'ai pu l'habiller. Donc ça, c'était quand même... C'était un petit stress parce que finalement, on avait toujours fait ça sur des poupons en plastique ou SAPPH. Donc le poupon, à la rigueur, même s'il tombe, c'est pas très grave, quoi. Ou si vous êtes un peu trop brutal, c'est pas très grave. Alors que là, d'abord c'est la première fois, bon, puis il y a l'infirmière qui regarde, donc mais ça s'est bien passé. Très bien passé. Aucun arbre fruitier ne poussait. Le soleil était maintenant à son zénith. Tu sais ce que ça veut dire au zénith? Non. Le zénith, c'est au plus haut. Tinkeri, exténué par la faim et la soif, décida de se reposer à l'ombre d'un acacia. Il y a beaucoup de professionnels de santé actuellement qui découragent des grossesses. Ils sont dans le côté négatif. Mais comment vous allez faire quand vous êtes en fauteuil? Comment vous allez pouvoir vous déplacer alors que vous êtes non-voyant avec une poussette? Je m'en rappellerai toujours, dans les années 2000, un médecin, lors d'un staff, me dit mais comment, ils sont tous les deux en fauteuil, comment l'enfant va-t-il apprendre à marcher? Extraordinaire. Le Codoliprane, on peut en donner durant la grossesse de façon, il n'y a pas de risque de malformation, mais moi-même, j'avais été voir ma cardiologue pour un désir de grossesse avec mon conjoint. La seule chose qu'elle ait su me dire par rapport à cette envie d'être parent, elle m'a dit, mais vous comprenez, avec votre pathologie de maladie de Marfan et votre opération à cœur ouvert, etc., vous risquez, vous, de mourir, voilà, et en plus, votre enfant risque d'avoir la même maladie que vous et risque de coûter cher à la sécurité sociale. Alors c'est peut-être ça qui m'a donné cette idée de faire cette consultation, de ne pas stigmatiser, de ne pas juger les gens. Aujourd'hui, Béatrice reçoit Laura, une patiente en fauteuil, et son compagnon Kevin. Ils attendent leur premier enfant. Bon, tout va bien? Ouais, Le lit est là? Ouais. Tu vois, j'ai dit tout à l'heure à Kevin et tout, il en plaisait détaché, mais bon, c'est logique. Hein. Par contre, moi, je vous conseille de nettoyer un petit peu, de brosser, puis de le peindre un petit peu, de peinture, parce que troisième enfant, ça va faire le troisième enfant, donc ça va faire 6 ans quand même.
Je souffre d'un syndrome de Marfan. Ça fait partie des raretés médicales que l'on peut voir. Et donc, il m'est arrivé à voir le médecin avec sa cohorte d'étudiants, dire ben voilà, vous pouvez vous lever, déshabillez-vous, on va regarder ce que c'est qu'un Marfan, machin, etc. Vous vous retrouvez presque à poil devant des étudiants, vous en avez 3 ou 4 qui passent par-dessus comme ça, c'est très violent. Et là, c'est vrai que ces patientes-là qui rentrent, il y a une espèce de pudeur. C'est important de leur dire, voilà, est-ce que je peux vous examiner, est-ce que je peux vous toucher? C'est pas rien de toucher quelqu'un, c'est pas rien de l'examiner. Enfin, je veux dire, c'est intrusif et tout. Et ça, la façon dont on est touché, elle peut être de façon vécue de façon très moche, si je puis dire, ou très belle. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on retient. Je suis désolée bébé, j'estime ton poids. De 2,8 kg. 2,8 kg. Ah ouais. En fait, moi, ça me fait bizarre quand je vois des fois ça bouge, je peux pas regarder. Quoi. Pourquoi? Ça lui déforme en fait, qu'elle aime pas. Il y a des fois là, comme c'est comme ça va. Mais des fois, ça sort carrément. Oui. Bah oui, parce que t'es mince, hein. Ouais. Tu es très mince, donc si tu veux, on le voit d'autant plus parce que ta peau est très fine, il n'y a pas de graisse, et donc de ce fait-là, ça bouge beaucoup. Alors, si tu vois que ça te dérange de trop par rapport à ça, tu fais une main discrète, c'est-à-dire que tu lui dis attention, doucement, je suis là, je suis avec toi, tu vois, parce que je vis avec toi en ce moment. Pas trop à lui parler. T'as pas trop à lui parler, mais Kevin parle pour toi. Ouais. Alors. Dis-toi bien que comme tu es en convivence avec lui, ce que tu penses, il le sait. Ouais, c'est ce que je me dis. J'ai choisi en fait d'être suivie dans la consultation de Béatrice parce que par chez moi, à Compiègne, il n'y a rien d'adapté du tout. Rien que les tables d'examen, il n'y a rien pour tenir les jambes, les choses comme ça, alors que nous c'est un petit peu compliqué quoi. Quand on va à Compiègne, il est obligé de tenir mes jambes pour les examens, des choses comme ça. Les médecins, les gynécos, ils y connaissent pas forcément grand-chose sur l'handicap. Sur la syringomyénie, sur l'entérocystoplastie et tout ça. Moi ici c'est carré. Et puis Béatrice c'est tout ce qui se passe en fait chez une femme enceinte en fauteuil puisqu'elle l'a été elle-même. Dès qu'il y a un problème, on lui envoie un message. Elle fait partie un peu de la famille hein, concrètement. C'est vrai qu'elle vient sur beaucoup de sujets de conversation et c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle fait vraiment partie de la famille. Quoi. Ouais. Et c'est plaisant. On lui a même dit que c'était la tata du bébé. Ouais, voilà. Elle vous a donné quoi là tout à l'heure? Donc elle nous a donné un lit justement qui est étudié pour le handicap de personnes en fauteuil, qui permet à Laura de porter le bébé à sa hauteur. Et c'est vraiment quelque chose qui nous fait vraiment plaisir parce que dans tout le mobilier qu'on a dû acheter, c'est du mobilier modifié, non adapté. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de marques et de mobilier qui sont adaptés. Il n'y en a pas du tout en fait. Bon, vous allez en faire combien? On pense 2. Sauf que le deuxième, c'est pas moi qui le portera. Ouais, non, 2, c'est bien 2. Grâce aux consultations avec ses patientes enceintes, Béatrice a découvert que seuls 10% des femmes en fauteuil étaient suivies par un gynécologue de ville dont les cabinets sont rarement accessibles. En 2013, elle a donc ouvert, en binôme avec le docteur Vrobel, une consultation en gynécologie pour les femmes en situation de handicap moteur, mental ou sensoriel. Ce matin, ils reçoivent ensemble une patiente sourde avec qui Béatrice échange en langue des signes. Est-ce que quelque chose a changé avec la mise sous traitement? Non, elle dit que c'est toujours pareil. C'est pareil. Ça continue pareil. Oui. C'est plus, c'est moins. Elle dit que c'est pire parce qu'elle a des douleurs dans le bas du dos. Les femmes en situation de handicap sont des femmes avant tout. Avant tout. Ça, c'est très important. Ce qui veut dire qu'elles ont une féminité, elles ont une sexualité, ce qui est le plus souvent nié, pour ne pas dire rejeté, par le monde médical habituel.
J'ai reçu des patientes pour des demandes de contraception, par exemple, qui ont été refusées par un gynécologue de ville parce que la personne était en situation de handicap moteur, elle était infirme moteur cérébral et elle demandait à cette consultation en ville par un gynécologue d'avoir une contraception. Le gynécologue lui a répondu tel que une contraception, pourquoi faire? Comment peut-elle avoir des rapports sexuels avec son handicap moteur? C'est ça que ça veut dire en fin de compte. Ah, sympa. C'est sympa. Ouais. Depuis 10 ans, Béatrice est très proche d'Aurélie, une jeune kiné malvoyante venue accoucher à Montsouris après avoir eu son premier enfant dans une autre maternité parisienne. Alors Léane, t'es en quelle classe cette année? 4e. Waouh, super. Ouais. Et ça se passe bien? Ouais, ça va. Pas trop de boulot? Un petit peu, mais ça va. Ok. À la naissance de ma fille, les personnes soignantes n'étaient pas formées sur le handicap, donc elles faisaient à ma place, en particulier les petits soins des yeux, du cordon ombilical par exemple, des petites choses que moi je ne vais pas forcément bien voir et ils ne savaient pas forcément comment me l'expliquer, donc souvent ils le faisaient à ma place. Vous imaginez, vous n'êtes pas handicapé, mais quelqu'un fait les choses à votre place, je pense que ça ne serait pas très agréable. Et ben voilà, il faut se mettre à la place de la personne handicapée où on vous prend indirectement l'enfant, vous dire bon je fais les soins parce que bon voilà, vous n'allez pas y arriver. C'est horrible en fait. La peur des parents en situation de handicap, je dirais que c'est surtout le fait d'être jugé par les valides. Cette peur-là de dire c'est à cause de ton handicap que tu n'y arrives pas. C'est souvent cette peur-là on n'a pas le droit à l'erreur. Alors qu'une maman, par exemple, une maman qui s'y prend mal parce que c'est son premier enfant, on va lui dire c'est pas grave, c'est votre premier enfant. Une personne en situation de handicap qui s'y prend mal, la même, on va lui dire c'est parce que vous êtes en situation de handicap. Je suis premier. Oui, je sais bien que t'es premier, mais attends, je vais dire que t'as pas trop de mal, hein. Oh non, pas ça. Elle va te rattraper. Non, elle peut me manger en fait avec ça et ça la booste. Ah voilà, elle l'a plus. Comment la maline, hein. Et victoire de Jules. Moi, je peux pas jouer avec eux là-dessus. Parce qu'en fait, je vois pas où est le haut du bas, de la droite, de la gauche. Maintenant, tu as vu maintenant, un peu mieux. les routes, au lieu d'être à plat, elles montent sur les côtés. Je vois. Sur les côtés, tout ça, je distingue pas. Rien. Je sais même pas quel sens il faut que je prenne. Moi non plus, je vois rien. J'essaye de suivre de ce que je peux au maximum, mais je vois un peu mieux que toi, mais ça c'est sûr et certain que j'ai vraiment du mal. Là sur la console, c'est à la télé peut-être à la limite, même mais à la encore télé, il faut que je mémorise le trajet. Moi, il y a trop de détails en fait. T'occupes pas de moi. Par contre, elle peut te Pour rattraper. ces femmes, l'enfant représente certainement une victoire. Pas par rapport à elle, mais par rapport à la société. J'ai fait ce que je voulais, je suis devenue femme, puis mère, et un peu je vous emmerde quelque part. Voilà, c'est un peu ce symbole-là, et j'y arrive très bien aussi. C'est quoi que je dois te faire réciter? Ça. Tout ça, d'accord. Et le vocabulaire? Et le vocabulaire. Ok, ça marche. On est parti. Vas-y, je t'écoute. La profesora Paradista, los alumnos de 4e 2 la escuchan porque los listos Están listos. Moi, j'ai jamais été découragée d'avoir des enfants. On m'a jamais dit, il faut pas que tu aies d'enfants. Mais on m'a suggéré d'avoir un seul enfant. Pourquoi? Parce que c'était déjà bien d'avoir un enfant et que d'avoir 2 enfants, ça allait être plus fatigant pour moi. Alors, je pense que c'était pas méchant. C'était plus pour me comment dire, Protéger. pour me protéger. Voilà, c'était plus pour me protéger que pour me blesser. Mais ça peut être blessant quand même. On vous dit, t'as déjà un enfant, c'est bien. Pourquoi t'en veux 2? Parce que j'en veux 2. Et pourquoi toi t'en as eu 3 et je t'ai pas empêché d'en avoir 3? Voilà, moi j'avais envie d'avoir 2 enfants. J'ai toujours eu envie d'avoir 2 enfants et j'ai eu mes 2 enfants. Voilà. Yeah. La 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 la. Yeah. Your life hits hard, but I hit right back. I'll never back down. I keep
keep it on track. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels au 0800 940 168 www.unadev.com. Vous pouvez revoir cette émission sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. www.france.tv/france-5/ à vous de voir avec des tirets / Auteur-réalisatrice Ingrid Seemann, producteur délégué Emmanuel Schlumberger, avec le soutien de l'Union nationale des aveugles et déficients visuels UNADEV, avec la participation du Centre national du cinéma et de l'image animée et de France Télévisions. Presse Valérie Blanchet, production Valérie Verdier-Ferret, Thomas Bonnet, direction de l'unité de programme Patrick Charles, Thibaut Romain. Direction déléguée, environnement découverte, art de vivre, Patricia Corfi, Aurélie Taguet. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.